Tu t'es déjà demandé pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs? Pourquoi parfois tu agis à l'opposé de ce que tu veux vraiment? C'est pas un manque de volonté, c'est pas un défaut, c'est ton cerveau, et oui, encore une fois, ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, te protéger. Notre cerveau, oui, c'est une machine brillante, mais c'est surtout une machine économe. Il va consommer 20% de notre énergie totale, et donc il va vraiment chercher à en utiliser le moins possible. Et donc pour ça, il y a une stratégie qui est toute trouvée, c'est l'automatisme. 95% de nos pensées quotidiennes sont automatiques et inconscientes. L'exemple le plus, je pense, facile à comprendre, c'est la conduite. Quand on apprend à conduire, les premières semaines, tout est super compliqué. On doit vraiment avoir une attention assez particulière pour chaque geste. On a un peu peur. Ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie. Et puis, après plusieurs mois, ça devient automatique. En fait, on ne réfléchit plus à passer les vitesses. On en vient même un petit peu dans un état un petit peu hypnotique sur la voie rapide. Et avec nos émotions, nos comportements et nos réactions, c'est pareil. Le cerveau humain, il effectue en moyenne 60 000 pensées par jour. Et parmi elles, 80% seraient négatives et 95% sont les mêmes que la veille. Ce mode automatique, il est géré par ce qu'on appelle le Default Mode Network, donc c'est le réseau par défaut du cerveau. Et il vient s'activer quand on n'est pas concentré sur une tâche. Pour reprendre l'exemple de la voiture, quand on conduit, c'est devenu tellement automatique qu'on peut complètement divaguer. Quand on est sous la douche, c'est devenu automatique, encore une fois, nos pensées peuvent divaguer. Quand on est dans son lit. Et donc, qu'est-ce que ça vient produire, ça? De la rumination, des scénarios, et les fameux « et si » ou « j'aurais dû »,« il faut que ». Le problème, c'est que plus tu empruntes une voie neuronale, plus elle se renforce. Et ton cerveau ne cherche pas ce qui est juste pour toi. Il préfère ce qui est familier, ce qui est de l'ordre de la routine, ce qui lui demande le moins d'efforts. Il y a vraiment cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ton cerveau préférera toujours un enfer familier qu'un paradis inconnu ». Alors, qu'est-ce qu'on appelle le mode survie? Quand tu vis un stress intense, quand tu vis un traumatisme, encore une fois, le mot traumatisme, il est un petit peu galvaudé parce qu'on a l'impression que le traumatisme, c'est forcément si tu as vécu la guerre, si tu as vécu quelque chose d'atroce, alors qu'en fait, non, un traumatisme, c'est simplement avoir vécu une humiliation, du rejet, des mots qui nous ont fait mal en étant enfant. Globalement, n'importe quel humain sur Terre a des traumas qui sont souvent, et même la plupart du temps, qui ont eu lieu durant l'enfance. Ce stress, ou en tout cas chaque trauma que le cerveau a vécu comme tel, va créer une alerte. Donc ça va vraiment créer un passif dans le cerveau. En grandissant, chaque situation qui s'y ressemble vaguement, vraiment de près ou de loin, va déclencher le mode survie, même si le contexte n'est pas dangereux. Pour parler du mode survie, je suis obligée de parler du système nerveux. Le système nerveux autonome, il a deux branches, on va dire deux pédales. Il a une pédale pour accélérer, qui nous permet justement de déclencher la fuite, l'attaque, qui nous permet vraiment d'être dans l'action. C'est ce qu'on appelle le système qui est sympathique. Et puis, le système qui nous permet justement de redescendre, de se calmer, de même nous permettre de nous endormir, de récupérer, notamment suite, par exemple, à un stress, ou même dans la vie en général, c'est le système parasympathique. Donc lui, vraiment, son rôle, c'est de nous calmer. Ces réactions, elles sont inconscientes, on ne s'en rend pas forcément compte. En fait, on ne choisit pas de fuir un conflit, on ne choisit pas de se fermer dans une discussion, de réagir de façon excessive. Ça, c'est vraiment des mémoires de survie qui s'activent. Le cerveau, il a 4 réponses traumatiques. Il y a la fuite, le combat, la soumission et la paralysie. Globalement, en fonction de ce qu'on a vécu étant plus jeune, donc de nos traumas, de nos bagages émotionnels, on est conditionné par notre cerveau à réagir d'une façon ou d'une autre. Un exemple que je donne souvent, c'est quand on est autour de la table, on va prendre il y a 10 personnes autour d'une table, et puis il y a un sujet qui pose un petit peu problème, en tout cas qui soulève le débat.
C'est intéressant de voir comment les uns vont s'exprimer. Ceux qui sont souvent dans le combat, qui ont vraiment une réponse traumatique du système nerveux du combat, c'est des gens qui vont tout de suite monter au créneau. C'est des gens qu'on appelle un petit peu des gens qui ont le sang chaud, des gens qui ont vraiment la colère facile et qui, pour un rien, vont monter dans les tours et qui vont réagir de façon excessive. Toutes ces réactions-là sont des interprétations du cerveau qui dit il y a menace. Même si aujourd'hui, et c'est vraiment des réflexes qui sont archaïques, puisqu'effectivement, il n'y a pas de façon rationnelle de danger, pour autant, le cerveau se sent attaqué. Donc il peut réagir comme il l'a construit pour se défendre, il va choisir le combat. Il y a aussi les personnes qui vont avoir tellement peur du conflit. En tout cas, le cerveau analyse que non, là, j'ai pas du tout ma chance. Moi, dès que je ressens du danger, je fuis. Et donc, même dans des situations aussi courantes et qui, encore une fois, fondamentalement, ne présentent pas un danger vital, comme un débat, certaines personnes seront en incapacité d'exprimer leur vérité et donc vont systématiquement partir, vont prendre la fuite. On a ensuite la soumission. C'est une réponse qui se matérialise par des gens qu'on appelle un petit peu les people pleasers. Donc ce sont des gens qui veulent plaire à tout le monde, qui disent oui à tout, qui n'ont jamais de limites, en tout cas qui n'arrivent pas à faire respecter et à exprimer leurs limites, leurs besoins, leurs vérités, leurs opinions. Donc dès qu'il va y avoir un débat, ils vont tout le temps aller vers la majorité. Même si ça va à l'encontre de ce qu'ils veulent vraiment profondément, ils n'oseront jamais, par peur, encore une fois, parce que c'est comme ça que réagit leur cerveau. Le cerveau, souvent, quand on est face à des gens qui sont dans des réponses de soumission, ils ont souvent eu un amour qui a été conditionné durant leur enfance. C'est-à-dire que leur repère affectif, donc les parents, mais ça peut être pas forcément les parents, ça peut être le corps enseignant, ça peut être des amis, ça peut être une nounou, n'a pas su valider leurs émotions et surtout ils n'ont jamais su être écoutés durant leur enfance, ce qui fait que pour enfin accéder à l'amour d'un parent, par exemple, ils ont toujours dû se plier à la vie, à ce que voulait le parent. Imaginons l'enfant voulait quelque chose et en fait ça ne marchait jamais. L'enfant n'avait jamais ce qu'il voulait, n'avait jamais l'affection qu'il voulait. Tout était toujours conditionné. Ça peut être des phrases assez anodines. Je te ferai un câlin quand tu te calmeras. Et donc là, l'amour est conditionné. C'est-à-dire que l'enfant ne peut accéder uniquement à une sorte de sécurité émotionnelle et d'amour que si son comportement correspond à ce qu'attend le parent. L'amour conditionné amène effectivement à une peur extrême du rejet, à une peur en fait de ne pas être aimé, donc de ne pas être accepté dans un groupe, et donc dans le cadre effectivement du travail par exemple, une incapacité totale à dire non, à poser ses limites et effectivement à oser dire non, moi je pense différemment de vous, puisque ça représente un danger ultime pour la personne. Et puis on a également la réponse traumatique du système nerveux qui est la paralysie. La paralysie, c'est souvent des réactions qu'on a face à notamment des agressions où la victime se fait agresser et elle est en incapacité de crier. Elle veut crier, son corps veut crier, elle veut se débattre et pourtant rien ne sort. C'est une réponse du système nerveux qui est la paralysie. Le freeze en anglais. Et je donne plutôt un exemple d'un contexte, on va dire privé, parce qu'il parle souvent à pas mal de monde. Vous avez un conflit avec votre conjoint. Encore une fois, situation interprétée comme danger pour le cerveau. Et la personne, elle a une réponse plutôt de paralysie. Quand le conflit éclate, le conjoint dit à l'autre personne ce qu'il a à lui dire. Non, mais tu m'avais dit ça, et puis il y a eu ci. Et là, la personne se retrouve incapable de dire quelque chose, incapable de se défendre, incapable d'exprimer sa vérité. Elle est complètement sidérée, elle est complètement sous le choc, alors qu'en soi, le conflit n'est pas forcément extrême, simplement il y a un désaccord. Il y a un désaccord de couple, il n'y a pas de mots violents, il n'y a pas d'insultes, juste un simple désaccord. Et la personne se retrouve incapable d'exprimer vraiment ce qu'elle veut dire. Elle est bouche bée. Et donc l'autre s'énerve encore plus en disant « mais tu vois, c'est toujours pareil, tu dis jamais rien ».
tu dis jamais rien. Sauf qu'au moment où la personne reçoit ça, elle a envie de dire quelque chose, mais il y a vraiment une paralysie. Il ne se passe rien, le cerveau ne sait pas quoi faire. Et puis 1 heure passe, ça redescend, et la personne qui s'est retrouvée en paralysie, là, subitement, bah oui, en fait, elle retrouve un petit peu, elle est beaucoup moins sous l'effet de stress. Là, elle se dit, mais pourquoi j'ai pas su dire ça? Bah oui, moi je voulais lui dire ça, je voulais lui dire ça. Ah bah oui, euh, tout lui arrive, toutes les idées arrivent, mais au moment donné, il était impossible pour elle d'exprimer quelque chose. On est face à une réponse de paralysie. Donc le cerveau va vraiment être conditionné par ces réponses-là, qui trouvent leur origine dans des traumas passés, et donc ces traumas vont se réactiver de façon inconsciente lors d'événements vraiment du quotidien. Donc parfois c'est simplement une odeur, un ton de voix, une posture, pour que le système nerveux en fait vienne nous ramener à une mémoire ancienne. Ce n'est pas rationnel, c'est simplement neurobiologique. Comprendre ça, avoir vraiment une vision de ça, ça nous permet de reprendre un petit peu le dessus, d'être un peu plus maître finalement de notre comportement, de se remettre un petit peu en question, de prendre du recul surtout. C'est surtout ça, c'est prendre du recul et d'éviter parfois l'auto-jugement. Donc c'est pas forcément toi qui es dysfonctionnel, hein, c'est ton système nerveux, c'est des réponses du cerveau qui s'activent. Le problème, c'est que ce mode survie, qui s'exprime notamment à travers ces réponses-là, court-circuite ton cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de la réflexion, c'est lui qui nous permet justement de prendre du recul. Globalement, je ne sais plus si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode sur le stress, mais le stress, ça se passe en 3 temps. Le premier temps, c'est l'amygdale. C'est l'amygdale qui va envoyer l'alerte au corps. Qui prend le relais? C'est les hormones, c'est le système chimique, donc pic de cortisol, pic d'adrénaline, et puis seulement après, en 3e, arrive le cortex préfrontal. Et c'est lui qui vient dire oui ou non. Ok, là c'est un peu exagéré, un peu abusé. Non, il n'y a pas de danger. Ok, on se calme, on va gérer ça. Le problème, c'est que quand on est bloqué dans un mode survie depuis des mois, depuis des années, qu'on est tout le temps sous un stress qui est devenu chronique, le cortex préfrontal, malheureusement, il ne peut plus s'exprimer et donc il n'arrive plus à fonctionner normalement. Petit rappel, justement, par rapport à l'épisode du stress, comment on arrive à savoir si c'est un bon stress ou un mauvais stress? Parce qu'encore une fois, le stress, c'est bon, mais comme dans tout, il faut savoir le doser. Les extrêmes ne sont jamais bons. Pour reconnaître si c'est un bon stress, c'est assez simple. C'est simplement se poser la question de est-ce que je sais identifier l'origine de mon stress? Si la réponse c'est oui, ah bah oui, voilà, dans 1 semaine, j'ai une présentation super importante avec des investisseurs ou avec mes patrons et donc voilà, je suis stressée. Ok, pas de souci. On sait pourquoi tu es stressée, parce qu'il y a cet événement important. C'est hyper positif, j'ai envie de dire, puisque là, on va pouvoir mettre une stratégie en place pour justement réguler ce stress, apprivoiser ce stress. On va pouvoir visualiser le jour J. Il y a plein de choses à mettre en place pour que ce stress devienne un peu plus gérable. Ok, très bon stress. Si le stress arrive dès le matin, on se lève, on a la boule au ventre, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On a des espèces de montées de crises d'angoisse durant la journée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Là, on est face effectivement à un stress qui est chronique. On est vraiment face à un corps qui est surmené, qui est en mode survie. Et donc là, effectivement, il faut aller dans des causes qui sont un peu plus profondes et on n'est pas sur un stress qui est positif. Quand on est justement dans ce fonctionnement-là, quand on est passé en mode survie, bloqué dedans, quand on est face à du stress qui est chronique, le système nerveux parasympathique, lui encore, n'arrive plus à prendre le relais. C'est un petit peu comme le cortex préfrontal, tout est tellement dérégulé au niveau du système nerveux que le parasympathique, donc celui qui est censé prendre le relais pour calmer le corps, n'arrive plus à assurer cette fonction. Donc, on a des gens qui sont branchés tout le temps sur un système nerveux sympathique, donc hyper activé. Donc avec de l'action, de la tension, de la fuite. Résultat, elles vont mal dormir, elles vont mal digérer, elles sont irritables, elles sont épuisées. Un exemple assez concret, quand on arrive au moment de s'endormir. Je vais dire un exemple, vous avez un horaire qui est à peu près, vous endormez vers plus ou moins 22h, 22h30. Vous vous mettez au lit, vous éteignez la lumière, vous éteignez peut-être votre téléphone ou vous arrêtez de lire. Et globalement, un corps qui est régulé, en tout cas un système nerveux qui est régulé, entre 15 et 30 minutes, vous êtes censé vous endormir.
Les personnes qui ont un système nerveux complètement bloqué justement sur le mode actif, donc le mode sympathique, au moment de s'endormir, même si elles sont très très fatiguées, elles n'y arriveront pas. Elles vont avoir des insomnies, elles vont se retourner dans le lit et elles vont vraiment hyper mal dormir. Après, c'est un cercle vicieux parce qu'elles vont reprendre leur téléphone, elles vont se coucher encore plus tard. Et en fait, elles vont pas s'endormir, on va dire, de façon naturelle sur un cycle circadien qui fonctionne. Elles vont s'endormir d'épuisement. Et ça, répéter, répéter, répéter. Et c'est un cercle vicieux parce que ça va encore plus déréguler le système hormonal et le système nerveux. À l'époque, de façon, je veux dire, ancestrale et archaïque, le danger, il était visible. Hein. C'est les fameux, le cliché, c'était les fameux, les tigres, quoi. Aujourd'hui, le danger, par le cerveau, il vient en fait de nos pensées, de nos exigences et du perfectionnisme. Donc le danger, il n'est pas toujours extérieur, mais il vient parfois de l'intérieur. La peur de l'échec, la peur du jugement, le besoin de tout contrôler, les ruminations mentales. Et donc en fait, c'est tout ça qui va créer ce mode survie en continu, parce que le cerveau, je vous le rappelle encore une fois, et je pense que je vous le rappellerai dans tous les épisodes, le cerveau ne sait pas faire la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui ne l'est pas. Donc, entre un vrai danger, le vrai danger, allez, je vais prendre une voiture qui vous fonce dessus, c'est un vrai danger, et une pensée qui est perçue comme menaçante. En fait, la clé pour se sortir d'un mode survie, c'est de réapprendre au corps à se sentir en sécurité. C'est juste ça. Ce qui a été complètement perdu dans une personne qui est complètement bloquée en mode survie, c'est la perte de sécurité intérieure. Et donc, ça passe par des choses, mais élémentaires. C'est réapprendre à respirer. C'est visualiser. C'est avoir des routines. Souvent, c'est les choses les plus basiques, les plus accessibles et même gratuites qui nous permettent en fait de se réapproprier ce corps et ce cerveau qui ont été malmenés. Encore une fois, ce qui joue un rôle vraiment important, ce sont les croyances limitantes. Si on prend cette analogie que le cerveau est comme un ordinateur, ce sont des programmes silencieux, les croyances limitantes. En fait, elles vont vraiment diriger nos choix sans même qu'on s'en rende compte. C'est comme si c'était des scripts intérieurs qui sont, encore une fois, souvent hérités de l'enfance, hérités de traumas, qui viennent nous dire je dois me battre pour mériter l'amour, par exemple. Je dois me battre pour arriver au succès. Donc c'est un petit peu, par exemple, tout est un combat. On est face, par exemple, un exemple, mais une personne qui a eu une enfance vraiment tumultueuse, avec beaucoup d'obstacles, où ça n'a pas du tout été fluide, ce sont des genres de croyances qui peuvent exister. Qu'il faut se battre pour arriver à quelque chose, que la vie est dure. Pour réussir, il faut se tuer à la tâche. Pour réussir dans le travail, il faut énormément travailler. Ça peut être conditionné par des enfants qui ont vu leurs parents, effectivement, littéralement se tuer à la tâche. C'est-à-dire travailler, 12 heures, 13 heures par jour. Des parents qui étaient extrêmement fatigués, des parents qui avaient mal au dos. Et bien en fait, l'enfant va vraiment assigner le fait de « Ah ok, pour réussir, professionnellement par exemple, il faut se tuer à la tâche. » Donc tout va être un combat. Rien ne sera fluide parce qu'ils ont cette croyance intime que pour arriver au succès, il faut bosser plus que les autres, par exemple. Mais ça, encore une fois, pour réussir, il faut travailler plus que les autres. Ce n'est pas une vérité. C'est une croyance. Et il y en a des milliers comme ça, des milliers qui sont vraiment conditionnés par ce qu'on a vu. Quand on a également grandi avec un amour qui a été conditionné, ça peut effectivement se retransmettre dans nos relations amoureuses en étant adulte, avec ces croyances qui seraient l'amour se mérite. Je dois toujours faire plaisir ou en tout cas rentrer dans le moule de l'autre pour accéder, pour être aimé. Tout ça, ce sont des croyances. Et donc ces croyances, elles sont issues d'expériences qui sont répétées, d'interactions qu'on a eues avec nos figures d'attachement ou à l'école ou provenant même du système. En fait, elles viennent vraiment filtrer la réalité. Donc tu ne vois plus ce qui y est, mais tu vois ce que tu crois. Donc, si tu crois que tu ne mérites pas de réussir, ou que pour réussir, encore une fois, il y a une espèce de... ça serait difficile, ou il faut travailler plus que tout le monde, etc. En fait, ton cerveau, il va venir ignorer tous les signes contraires et renforcer cette croyance.
Et ça, il me semble qu'on en a déjà peut-être parlé sur le podcast, mais c'est le fameux biais de négativité, qui fait que les informations négatives sont traitées 3 à 5 fois plus intensément par le cerveau que les positives. Mais changer ces automatismes, c'est possible. Et oui, le cerveau est plastique à tout âge, même si c'est sûr qu'après 25 ans, c'est peut-être un petit peu plus difficile puisque la plasticité cérébrale est vraiment réduite. Mais c'est possible, tout est possible. Il faut simplement répéter, ressentir et incarner. Et on a 3 leviers puissants pour reprogrammer son mental. C'est des choses qu'on a beaucoup entendu parler. Et souvent, dans ces choses-là, je pense que le plus important, c'est de comprendre pourquoi ça fonctionne. Si on ne comprend pas, on aura, je pense, du mal à vraiment se rendre compte de la puissance de ces outils-là. Alors le premier, c'est tout simplement la visualisation émotionnelle. C'est tout simplement imaginer un objectif qu'on désire vraiment avec du détail, avec de l'émotion, puisque ça va vraiment venir activer les mêmes zones que l'expérience réelle. Quand les neuroscientifiques observent le cerveau sous IRM, ils voient quelque chose de vraiment fascinant. Imaginer une situation avec des émotions associées vient activer les mêmes zones que vivre cette situation en vrai. Et il y a une stat qui est vraiment... Alors, il y en a plusieurs. Il y a vraiment beaucoup de stats pour illustrer la visualisation. Mais j'ai décidé de vous en choisir juste une pour vous montrer vraiment la puissance que peut avoir sur notre corps, sur notre mental, de visualiser quelque chose qu'on veut vraiment. L'université de Cleveland a montré que des personnes ayant juste visualisé des séances de musculation pendant 15 minutes par jour, pendant 3 mois, avaient gagné 13,5% de force musculaire sans jamais bouger un muscle. Et ça, c'est l'effet neuromusculaire. Ton cerveau envoie déjà les signaux comme un échauffement, comme un entraînement qui serait invisible. L'autre outil qui est hyper accessible et qui a vraiment un énorme impact sur le système nerveux, notamment sur sa régulation, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ton cœur, c'est un peu un cerveau. Il y a plus de 40 000 neurones qui sont connectés. Donc quand tu respires en cohérence, donc par exemple tu vas inspirer en conscience pendant 5 secondes, puis tu vas expirer 5 secondes. Encore une fois, il y a beaucoup de types de respiration différentes qui vont t'aider justement à agir sur certaines zones, avoir certains mécanismes dans ton corps, mais globalement, ça va t'aider à passer du mode alerte au mode réparation. Donc c'est-à-dire du mode sympathique, l'action, au mode parasympathique, je me calme, je régule. Et donc ton nerf vague s'active et envoie un signal de sécurité à ton cerveau, uniquement en synchronisant, en mettant de l'intention sur sa respiration et en faisant que ça, en étant dans une forme de pleine conscience. On a une étude qui nous montre que 3 minutes de cohérence cardiaque suffisent, 3 minutes, c'est rien du tout, 3 minutes suffisent à réduire de 24% le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Dans le sport, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup pour rebrancher. Et c'est aussi à l'opposé. On n'y pense pas souvent, mais des fois dans le sport, on est à l'inverse, on est complètement épuisé. On peut être en surentraînement. Et à l'inverse, on utilise des techniques de respiration et de cohérence cardiaque qui vont cette fois-ci activer notre système sympathique. Parce qu'on est tellement épuisé qu'on est bloqué entre guillemets en parasympathique, et donc on peut aussi des fois vouloir redynamiser le système nerveux, le relancer, et ça on peut aussi le faire avec de la cohérence cardiaque, avec des types d'exercices et de respiration adaptés à ça. La cohérence cardiaque, c'est un super outil quand on est en proie à de la crise d'angoisse. C'est quelque chose c'est un outil pour moi qui, je pense, est le plus efficace. On va vraiment reconnecter la personne à son corps. On va lui demander vraiment d'être assise, de mettre ses mains sur ses cuisses, donc vraiment de toucher son corps, de fermer les yeux et que son focus soit uniquement sur sa respiration. Et on va vraiment l'aider à revenir dans son corps, revenir ici, et on va vraiment essayer de complètement calmer son système nerveux. Et donc faire passer le mode alerte. Et puis, le dernier outil extrêmement puissant que
Je vais rien vous apprendre parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, mais encore une fois, on entend beaucoup parler. Si vous savez pas vraiment pourquoi c'est hyper important cet outil et pourquoi il fonctionne, ça va être difficile de l'inclure dans votre routine. C'est tout simplement les affirmations. Les affirmations positives, les affirmations incarnées. Et on pense souvent que les affirmations, c'est simplement se dire « je suis la meilleure » devant son miroir. Non, ça suffit pas. En fait, ce qui donne vraiment la donne, c'est d'y croire. C'est encore une fois comme la visualisation, c'est d'y mettre de l'intensité. C'est vraiment d'être dans un état émotionnel où on vient vraiment incarner ce qu'on va dire. Plus le contexte est chargé, le contexte, ça va être notre posture, ça va être notre ton de voix, ça va être notre émotion. Ça crée du contexte pour le cerveau. Et donc, plus le cerveau va encoder fort, et donc on va venir créer une mémoire émotionnelle. Il y a des recherches qui ont été faites sur la plasticité neuronale qui montrent que la répétition d'une phrase avec émotion dans un état d'activation, encore une fois, je répète, une respiration qui va être forte, une posture droite, une voix haute, va venir créer des circuits synaptiques mesurables en quelques jours. Alors globalement, je vais vous faire plus simple. Si tu répètes une phrase avec ton corps, ton cerveau croit que c'est vrai. La phrase que j'utilise le plus depuis maintenant, je pense, un bon petit paquet d'années dans le sport, ça peut paraître pas grand-chose et pourtant ça fait une vraie différence. La phrase que je me répète, c'est « dans tous les scénarios, je gagne ». Je viens vraiment créer pour mon cerveau un sentiment de sécurité dans n'importe quel scénario. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe durant la course, j'ai les ressources internes, je sais quand et comment réagir. Peu importe ce qui se passe. Donc, je viens imprimer dans mon cerveau, créer cette connexion, cette croyance que dans tous les scénarios, je gagne. Je sais m'adapter, je sais gagner. J'aime aussi beaucoup dire et me répéter et vraiment le vibrer. Mon corps est résilient, j'ai confiance en mon corps. Mon corps est résilient, j'ai confiance en mon corps. Et ça, c'est vraiment des choses que je viens me répéter quelques secondes avant que le départ, avant que ça parte. Parce qu'en fait, je viens vraiment remettre une intention de sécurité. Je viens envoyer à mon cerveau et lui refaire vivre des ancrages. Parce qu'en fait, une affirmation, on vient vraiment l'ancrer. Donc, on peut appeler ça vraiment un ancrage. Je viens réactiver un ancrage que j'ai créé via de la visualisation et via surtout des affirmations. À vous de vous créer la phrase ou les mantras qui vous sont adaptés. Je parle de mantras puisqu'on peut aller encore beaucoup plus court que des phrases et c'est aussi des choses que là j'utilise pendant la course puisque avant la course, on va dire j'ai plus d'espace mental pour me dire une phrase, donc dans tous les scénarios je gagne, etc. Pendant la course, c'est un peu différent. J'ai moins de disponibilité mentale pour voilà, faire des longues phrases. Donc en fait, j'ai tout simplement des mots que j'appelle des mantras qui sont pour mon cerveau et me permettent de tout de suite garder le fil rouge, entre guillemets. Rester dans cette zone. Donc moi, j'ancre. Souvent, c'est plaisir, audace et force. Et ça me permet vraiment de rester relâchée, de rester dans mon plaisir, mais en même temps d'aller chercher une zone d'inconfort, mais tout en restant dans ma force intérieure. Je ne vais pas être dans des il faut que, dans des obligations de résultats. Des fois, on utilise un champ lexical qui n'est pas forcément bon dans le sport, qui va comme renforcer l'idée qu'il faut absolument être dans la souffrance. Gagner se fait que dans la souffrance. J'ai envie de dire, on va évidemment qu'on souffre quand on fait... moi, je fais une épreuve qui est assez longue et évidemment qu'à un moment donné, ça fait mal. Le problème, c'est que ça, c'est physiologique. Oui, il y aura un moment donné, il se passe des choses dans le corps et évidemment, ça sera plus dur. Je ne vais pas dire qu'un marathon, c'est facile. Mais par contre, ça, c'est le côté physique. Bon, ok, c'est un fait, il va se passer des choses, ça va faire plus mal. Par contre, la tête, moi, j'ai un contrôle sur la tête, sur qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à être dans cette zone un petit peu compliquée. Si j'associe le fait que je dois lutter, qu'il faut se faire mal. J'ai pas besoin d'aller dans ce champ-là. Par contre, je peux plutôt dire à mon cerveau, tu sais t'adapter et tu sais accepter. On va pas lutter contre la douleur. Par contre, on va s'adapter, on va lui faire de la place, on va travailler ensemble. Et même si la douleur est là, ça veut pas dire que c'est pas elle qui va prendre les rênes en fait de ta course. C'est pas elle qui va dicter la fin de ta course. Non, elle est juste là, elle est arrivée, elle arrivera un jour, elle arrivera peut-être pas. Mais si elle est là, eh ben elle est là. Et comme j'ai ancré que dans tous les scénarios je gagne, peu importe si la douleur est là, je peux toujours gagner. Et comme mon corps est résilient, parce qu'en là encore c'est des choses que j'ai ancrées, et en plus mon corps est résilient, donc face à la douleur, je sais mettre en place des adaptations, et surtout,
je peux rester dans une zone malgré tout de plaisir, trouver du relâchement et trouver des ressources internes qui ne sont pas dans la lutte, mais qui sont toujours dirigées vers mon objectif final. Ça peut être un chrono, ça peut être une place, au lieu d'être dans la lutte interne. En fait, le problème, c'est de voir ça comme un combat. Et là, quand on est dans le combat, on lutte. Et on lutte contre quelque chose en plus du ressort physiologique. Donc non, je ne suis plus dans la lutte. Et ça, c'est quelque chose en plus qui dépasse le côté sportif parce que pour en venir à des croyances qu'on a ancrées en nous, il y a beaucoup de personnes qui effectivement, encore une fois, je me répète, mais grandissent avec l'idée que tout est une lutte. Trouver l'amour est une lutte. Réussir est une lutte. Tout se fait dans une lutte constante et tout est compliqué. Et en fait, rien n'est fluide. Mais parce que voilà, ils ont beaucoup de croyances et puis après, forcément, ils attirent à eux des situations comme ça puisqu'ils y croient tellement qu'ils ne voient que justement et ils vont se mettre que dans des situations qui viennent confirmer par ce biais de confirmation et aussi ce biais de négativité que oui, la vie entre guillemets est dure, la vie n'est pas facile, la vie est un combat. Donc ça, c'est vraiment des croyances qui sont extrêmement courantes et qui vont vraiment rythmer finalement notre vie personnelle, professionnelle, et ça se répercute même dans le sport, où effectivement, même quelque chose qui sur le papier est quelque chose de positif, quelque chose qu'on fait pour soi, pour se dépasser, devient un combat. Notre cerveau, il est malléable. Encore une fois, c'est grâce à la neuroplasticité. À partir de ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout est possible. On peut tout changer. On peut changer absolument tout à partir du moment où on prend conscience de ça. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont écouté le podcast, en tout cas l'épisode sur pourquoi nous n'arrivons pas à tenir nos bonnes résolutions, une nouvelle habitude, il ne faut pas 21 jours comme on l'entend souvent et comme le marketing veut nous le faire entendre, c'est 66 jours pour automatiser une nouvelle habitude. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que ça ne sera jamais la motivation qui va vous faire tenir une nouvelle habitude. Jamais. Dans ma pratique sportive, c'est hyper rare que je sois motivée tous les jours. C'est même jamais. Oui, il y a des jours où il y a de la motivation, mais il y a surtout beaucoup de jours où il n'y a pas de motivation. C'est pas la motivation qui va vous faire continuer à vous projeter sur l'objectif et à garder vos bonnes habitudes. C'est la discipline. Il faut vraiment comprendre la différence entre ces deux notions, entre avoir de la motivation, c'est quelque chose qui n'est pas permanent, qui vient, qui s'en va, et avoir de la discipline. Et dans cette discipline, il faut rester et réussir à rester souple avec soi-même. Ne pas se dire « il faut que, je dois ». Non, je peux avoir de la discipline et pour autant être super souple avec moi-même et adapter les choses. Ça, c'est vraiment un concept clé que j'ai mis plusieurs temps à comprendre dans le sport, puisqu'au début, j'étais vraiment dans il faut que, aucune capacité d'adaptation, j'étais très dure envers moi-même. Et aujourd'hui, j'ai compris que déjà, ne pas avoir de motivation, en soi, on s'en fiche. C'est un plus d'en avoir. Si on n'a pas, c'est pas grave. Par contre, c'est la constance, la discipline, mais aussi l'adaptation qui nous permet vraiment de durer sur justement le long terme. On arrive à la fin de cet épisode. Donc tu l'auras compris, ton cerveau ne t'empêche pas de changer. Il faut juste que tu lui montres une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui va lui apporter de la sécurité. C'est vraiment ce que le cerveau veut. S'il y a une chose à retenir, je pense que c'est ça. C'est que vraiment, dès qu'on rentre dans un mode de survie, c'est qu'on a perdu complètement sa sécurité intérieure et donc on est bloqué dans des circuits de stress. Mais pour autant, c'est vraiment possible de revenir à soi, de faire un gros travail sur ses croyances, de travailler vraiment avec des outils assez simples. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Clémence Beretta pour Bâtir pour soi.